Alors bonjour, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de continuer avec ma série de leçons sur la guerre civile et le corps de la femme en Grèce ancienne. Et aujourd'hui, je parlerai sur conception grecque, sur la socialisation par le corps et par l'esprit. La seconde leçon. Le point de départ de mon premier cours était la menace existentielle de la police grecque et du monde grec en général par la présence latente et très souvent violente de la guerre interne, la stasis. Nous avions vu que déjà dès son jeune âge, Platon a été particulièrement concerné par ce phénomène suite à des expériences personnelles et qu'il y a réagi de façon très substantielle. Le souci pour l'âme et la quête de la justice ont déterminé son état mental ainsi que sa conduite pratique. Ils l'ont amené à philosopher ensemble avec les autres membres de l'Académie. Avant tout, il s'agissait pour lui d'empêcher la guerre civile. À cette fin, il se tourne vers le fondamental et met la bonne éducation au cœur de ses réflexions et actions. Un point tout à fait caractéristique était qu'il a misé sur un troisième élément situé entre raison et envie, qu'il a désigné par le mot thumoeides, le courage et la colère ou l'ambition et l'énergie. Il a jugé cette dernière force comme étant l'allié nécessaire de la raison qui essaie de contrôler les envies et les désirs. C'est ainsi que dans le modèle de l'État, tel qu'il est développé dans la République, le grand dialogue, les gardiens sont aux côtés des philosophes souverains, respectivement des souverains philosophes. Mais en revanche, le fait qu'on avait affaire à des lions, donc qu'on courait le risque de jouer avec le feu, rendait nécessaire des efforts pédagogiques particuliers. À ce propos, Platon faisait valoir des exercices sur le plan artistique, il l'appelle musiké, et gymnastique, la gymnastiké, par lesquels les tensions énormes à l'intérieur du lion, c'est-à-dire à l'intérieur du thumoeides dans l'âme et au sein du corps des gardiens dans la police, devraient être contrebalancées par l'harmonie et le rythme. À la fin du cours, je me suis posé la question suivante. Quel est le rapport entre le remède contre la stasis proposé par Platon et la pensée et l'action des Grecs en général? S'agit-il plutôt d'une exception qui ne trouvait que peu d'attention, ou avons-nous affaire à un concept qui a été adopté par d'autres aussi? Environ 200 ans après les troubles affreux qui ont envahi l'île de Corfou et que Thucydide a pris comme point de départ pour sa pathologie fondamentale de la stasis, des guerres internes ont ravagé une petite ville du nord de l'Arcadie du nom de Cinète, Kinaïta. Sa situation à l'emplacement de l'actuelle Kalavrita rappelle douloureusement un massacre pour lequel les anciens Grecs n'étaient pas les responsables, mais mes compatriotes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ces confrontations anciennes étaient probablement en relation avec les réformes sociales de Cléomène à Sparte
et avec le conflit connexe entre Sparte et la Ligue achéenne, la dite guerre de Cléomène, 229-8 à 222. Tout comme Thucydide, l'historien Polybe s'est servi de ces événements pour prendre position quant aux origines, aux faits concomitants et aux conséquences de la stasis, ainsi que pour faire des remarques quant à leur prévention ou thérapie. Comme l'a mis en évidence récemment Nicole Laureau, ces dernières sont particulièrement acérées et pointues par le plan dialectique. C'est exactement ce qui en fait un bon exemple pour la confrontation intellectuelle des Grecs avec le phénomène de la guerre interne. Les tumultes qui avaient envahi Cinète ont apporté tous les maux possibles et imaginables, d'ailleurs fréquents dans ces cas de figure. Polybe parle d'égorgement, sphagai, de bannissement, fugai, des pillages, arpagai, et de nouvelles répartitions des terres, ges anadasmos. En fait, le groupe vainqueur pro-achéen avait dû accepter une occupation de la part de la Ligue achéenne pour se protéger contre les exilés, les bannis. Dans le cadre de ces troubles, un massacre a été particulièrement atroce qu'il était suffisant que Polybe l'appelle seulement le grand égorgement, mégalé, sphagé. Le comportement des Cinétéens fait selon lui partie des plus grands délits azébémata meitsona par lesquels ils étaient devenus des animaux, apothériotesan. Ainsi, ils avaient la réputation d'être impurs, à savoir dans la région de Mantinée, en Arcadie méridionale, que leurs messagers ont parcouru après le grand égorgement. On a procédé à des sacrifices animaliers afin de nettoyer de manière religieuse les terres. Autour de 220, avant Jésus-Christ, sous médiation achéenne, une réconciliation s'est faite entre le groupe qui exerçait le pouvoir dans la ville et les quelques 300 exilés qui prévoyaient le retour de bannis. Elle a été confirmée par les plus fortes déclarations sur l'honneur et des serments solennels, et a engendré un retrait des troupes achéennes et une division du pouvoir entre les groupes opposés à Cinète. Cet accord a cependant été immédiatement rompu par les exilés. Polybe souligne la perversion inhérente et met particulièrement en avant que les revenants ont pensé précisément au moment de la conciliation à l'anéantissement de leurs concitoyens. Je cite, « Ce fut, me semble-t-il, au moment même où, sur les victimes sacrificielles, sphagia, ils échangeaient les serments de fidélité, que déjà ils méditaient des actes impies, azébéens, contre la divinité et contre ceux qui leur avaient fait confiance. » Fin de la citation, traduction Nicole Laureau. Il est clair que malgré la réconciliation apparente, les tensions ont été encore si grandes que les exilés ont à leur tour saisi la première occasion pour anéantir leurs ennemis anciens et actuels. Cette occasion s'est apparemment vite présentée lors de l'irruption des inimitiés entre les ligues étoliennes et achéennes qui ont mené à la soi-disant guerre sociale 220 à 217 avant Jésus-Christ. Suite à un complot, les anciens bannis ont laissé entrer dans la cité une armée étolienne qui surgit devant la ville. Mais cela
à virer à l'aigre pour les exiler, car les Étoliens, Polybe le souligne de manière très plastique, citation, ont commis de tous les actes injustes exactement celui qui était la plus juste. Ils ont d'abord tué les traîtres, mais ont par après aussi massacré les autres, parfois même en ayant recours à la torture et des pillages. Plus tard, lors de leur retrait, ils ont brûlé toute la ville. Mis à part que Polybe, à nouveau de façon très remarquable, dessine une image des Étoliens qui est aussi brutale que celle des factions engagées dans la guerre civile. Il donne aussi une caractérisation prononcée du comportement de Sinétien en la situant dans le champ de tension bien connu entre justice et délit, tension particulièrement présente lors d'une stasis. Citation. En ce qui concerne les habitants de Cunaïta, on estima que malgré le sort effroyable que leur avaient infligé les Étoliens, ils l'avaient vraiment bien mérité, étant donné que les Arcadiens, dans leur ensemble, jouissent parmi les Grecs d'une grande réputation de vertu qu'ils doivent non seulement à leur caractère et à leur comportement doux et hospitalier, mais aussi à leur respect des choses divines. Il n'est pas inutile de nous interroger brièvement sur la férocité des Kinaïtiens, des Sinétiens, et de nous demander comment il se fait que ces gens, qui sont incontestablement des Arcadiens, ont pu faire preuve à cette époque d'une sauvagerie et d'un dérèglement surpassant tout ce qu'on pouvait voir ailleurs en Grèce. Contrairement aux qualités remarquables des Arcadiens, les Sinétiens se distinguent par leur férocité agriotes, sauvagerie homotes et dérèglement paranomia, des termes caractéristiques du monde de la stasis. Cela va de pair avec la qualité animalière déjà mentionnée. Ils forment l'exacte contrepartie et l'altérité par excellence vis-à-vis du bien et du juste. Que les Arcadiens forment le pôle positif est probablement dû à l'Arcadien Polybe, de même que de nombreuses exacerbations remontent à cet auteur très autoritaire. Les détails sont d'une moindre importance. Ce qui est primordial pour notre thématique est comment Polybe justifie les qualités arcadiennes dont les Sinétiens se sont détournés. Hormis la mise en évidence du fait que ces qualités ne s'expliquent guère elles-mêmes au vu des circonstances naturelles de la terre arcadienne, elles ont aussi une signification particulière quant à la stasis. Étant donné qu'elles suivent la description et la caractérisation d'un tel événement, d'une stasis, ces qualités ne désignent pas seulement un monde à part, mais aussi un possible remède, voire même une prévention contre la guerre civile et la disposition envers celle-ci. Polybe souligne maintenant l'importance de la musique, de son enseignement et des connaissances musicales, particulièrement pour les garçons ou adolescents, païdes, et les jeunes hommes, néaniskoi, jusqu'à l'âge de 30 ans. Je cite, « Je veux parler de la musique, de la vraie musique, j'entends, celle que tout homme a l'avantage à étudier, mais qui, pour les Arcadiens, constitue un exercice indispensable. Ce n'est pas par hasard que le Crétois et les Lacédémoniens ont d'autres fois remplacé dans leurs armées les sonneries des clairons
par les airs rythmés de la flûte, ni que les Arcadiens ont associé la musique à toute leur vie de citoyens, au point que non seulement au cours de l'enfance, mais aussi après avoir atteint l'âge adulte, jusqu'à 30 ans, on est tenu de s'y exercer régulièrement, si austère que soit par ailleurs le genre de vie. C'est un fait bien connu et communément rappelé que les Arcadiens, et chez eux seulement ou presque les enfants, sont dès le plus jeune âge exercés à chanter dans des chœurs réglés, hymnépéants, célébrant ainsi dans chaque cité et conformément à la tradition les dieux et les héros de leur pays. Ils apprennent ensuite à chanter les compositions de Philoxénos et de Timothéos, c'était des auteurs et compositeurs du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et chaque année, ils forment des chœurs qu'accompagnent des flûtistes de la corporation de Dionysos, ça veut dire des flûtistes professionnels. Ils chantent dans les théâtres et rivalisent entre eux avec ardeur, les garçons ou adolescents, les païdes, dans les concours qui leur sont réservés, et les jeunes hommes, néaniskoi, dans ceux de leur catégorie, andres. De même, dans tout le cours de leur vie, les Arcadiens, quand ils sont en société, au lieu d'embaucher pour leur divertissement des artistes venus d'ailleurs, comptent plutôt sur leur propre talent et à chacun d'entre eux, il fixe son tour de chant. En outre, les jeunes gens s'entraînent à défiler en réglant leurs pas au son des flûtes. Ils se livrent à des exercices chorégraphiques sous la surveillance des magistrats et aux frais de l'État et se produisent chaque année dans les théâtres devant leurs concitoyens. En instituant ces exercices, les hommes d'autrefois ne cherchaient pas, je pense, à donner à leurs compatriotes des occasions de se distraire et de prendre un plaisir. Ils songeaient plutôt à ce travail de la terre auquel leur vie était vouée, une vie dure, à cette existence si rude et si pénible, ainsi qu'à cette âpreté de caractère provenant du climat froid et maussade qui règne généralement dans ce pays, l'Arcadie. En effet, la nature nous contraint tous, nous autres humains, à ressembler au climat sous lequel nous vivons. C'est donc pour assouplir et tempérer la nature opiniâtre, aotades et revêche, scléron des Arcadiens, que furent introduits les exercices dont j'ai parlé et que furent en outre institués un grand nombre de fêtes et de sacrifices tant pour les hommes que pour les femmes, ainsi que des chœurs des filles et des garçons. Bref, tout fut fait pour modérer et adoucir, à l'aide d'un ensemble de pratiques, la rudesse de leur caractère, terram non tes psyches. Les jeunes Arcadiens ont donc pratiqué la musique de façon très différente et à des niveaux différents, sachant qu'à la mesure fixée par la flûte, aulos kai rhythmos, revient une importance particulière. S'y ajoute aussi que les jeunes gens n'étaient pas seulement familiers avec les mélodies dithyrambiques, mais faisaient aussi des représentations au théâtre sous forme de concours selon différents groupes d'âge, avec une grande ambition et accompagnés par des professionnels. Une fois par an au théâtre, les jeunes hommes néoi ont présenté le résultat de leur entraînement dans les domaines de la musique militaire, accompagnés par des flûtes, de la formation en batteria met aulu kai taxeos, ainsi que dans la danse, o késéis, ainsi que xénophon. Et ces 10 000
admire les Mantinéens et quelques autres Arcadiens qui, pendant une fête sacrificielle en Paphlagonie, lors du retour de la grande campagne dans l'Empire persien, qui, je cite, étaient couverts des plus belles armes qu'il avait pu trouver. Ils s'avancèrent en cadence, les flûtes jouant une marche guerrière. Ils chantèrent le péant, puis dansèrent comme dans les cérémonies religieuses. Polybe a reconnu le sens de ces traditions dans le fait qu'il importait d'adoucir et d'atténuer le sens naturellement rude dû à la position géographique des Arcadiens. C'est pourquoi, selon lui, il existe aussi des danses communes aux filles et aux garçons. La composante sociale est essentielle. Et ceci devient évident au vu des exercices de danse et de mouvements significants sur le plan militaire. Car les natures opiniâtres, rêvèches et rudes ont justement été réduites au moule de l'acte communautaire par la mélodie constamment répétée, rythmique et donc accordée par des mouvements corporels. Autrement dit, la communauté a été intégrée ou, pour ainsi dire, inscrite au corps, avec les conséquences déjà mentionnées pour l'orientation mentale et morale. Polybe utilise à ce propos le terme fort autades, ce qui est particulièrement caractéristique. Ce terme désigne un sens de l'honneur individuel démesuré, donc une composante qui nuit à la communauté, voire une composante asociale. Il désigne de façon pertinente à quoi on avait affaire si l'on voulait organiser et préserver une communauté. Caractéristiquement, ce terme autades est utilisé pour caractériser les Médées dans la tragédie d'Euripide. Elle a des autadeia, elle est autades. Si l'on juxtapose Polybe et Platon, les points communs sautent à l'œil, et ce précisément au vu de l'écart chronologique de 2 siècles. En face de la cruauté de la stasis, de l'égorgement et de la tuerie se trouve harmonie et rythme, notamment sous forme de mouvements rythmiques. Elles apparaissent comme un moyen d'empêchement et de guérison de ce que les Grecs ont considéré être une maladie et un malheur de leur polis. Et quant à la danse, cela était des points de vue assez communs. Elle a pu prendre de l'ampleur pour une communauté et ainsi prendre un rôle important dans l'éducation. Platon parle de apaidoitos, akoroitos, qui ne sait chanter dans un chœur et danser est mal élevé. Les concours sont donc par conséquent également répandus en dehors de l'Arcadie. Lors des Panathénées athéniennes, par exemple, il y avait au IVe siècle des concours pour adolescents ou garçons, paides, juniors ou adolescents, des ageneoi, c'est-à-dire imberbes, et hommes, andres, en danse guerrière et pyrrhique, un type de danse rituelle qui jouait un certain rôle aussi en Érythrée, comme a montré notre ami Denis Knöpfler. Il se montre clairement que Platon, dont le modèle semble être très spécial à première vue, n'est pas un cas unique. Ainsi, il n'est guère étonnant qu'il mette lui-même en évidence dans son dialogue sur les lois, les nomoi, l'importance de ces formes de danse en ce qui concerne l'éducation
et l'instruction, d'ailleurs comme élément du gymnastique, la danse comme élément du gymnastique. Citation, l'instruction à donner est double. Elle doit former le corps par la gymnastique et l'âme par ce qui relève des muses. On se souvient, la musique et la gymnastique de la République du Platon. Or, la gymnastique elle-même a deux parties, la danse et la lutte, c'est-à-dire le sport en général. La danse, à son tour, vise aussi à entretenir le bon état physique, euexia, l'agilité et la frottesse, et la beauté, kalos, dans les membres et les autres parties du corps, en leur donnant le degré de flexion ou d'extension qui convient, en les faisant se mouvoir selon le rythme qui est propre à chacun d'eux. On doit, par conséquent, souligner que, quant au corps, c'est la bonne mesure ou ce qui convient, to prosekon, dans les flexions et les étirements qui importent à entretenir le bon état physique et exia l'agilité et la beauté. Cela ne doit guère nous étonner, car Platon savait exactement, et je pense par son fort intérieur, quelles énergies il fallait respecter et traiter si l'on voulait fonder un esprit communautaire en Grèce, et surtout lorsqu'il s'agissait de restreindre, voire éviter la guerre interne. La rhétorique d'Aristote nous apprend à ce propos de manière très plastique à quoi on avait affaire, quelle était la nature de la jeunesse qu'il s'agissait de former. Une citation longue, mais je pense qu'il vaut la peine de respecter et regarder les remarques d'Aristote. Les jeunes gens, de par leur caractère, sont enclins au désir et capables de faire ce qu'ils désirent. Parmi les désirs du corps, c'est surtout pour les désirs amoureux qu'ils ont du penchant. Et ils ne savent pas à les maîtriser. Ils sont inconstants et se dégoûtent vite de ce qu'ils ont désiré. S'ils désirent violemment, ils cessent rapidement de désirer. Vives sont leurs volontés, mais sans durée, comme les accès de faim et de soif chez les malades. Ils sont coléreux, prompts à s'emporter et suivent généralement leurs impulsions. Leur ardeur les domine. En raison de leur ambition, ils ne souffrent pas le mépris et s'indignent s'ils croient être victimes d'une injustice. Voilà. Toutes les caractéristiques de l'épitumétikon, de Timoédès, du lion platonique. Ils aiment les honneurs, mais davantage encore la victoire, car c'est de supériorité que la jeunesse est avide, et la victoire constitue une sorte de supériorité. Honneur et victoire les tentent plus que l'argent. Ici, on se souvient de la philotimia et de la philonikia, l'orientation vers l'honneur et vers la victoire, deux motrices principales de l'astasis, selon Thucydide et Platon, etc. Ils n'ont pas un mauvais naturel, mais plutôt un bon, parce qu'ils n'ont pas encore observé beaucoup de traits de méchanceté. Ils sont aussi crédules, parce qu'ils n'ont pas encore été beaucoup trompés. Ils sont pleins d'heureuses espérances. Ils rassemblent aux gens pris de vin, sont pleins de chaleur comme eux, mais par le fait de la nature, et parce qu'ils n'ont pas encore subi beaucoup d'échecs. Ils vivent d'espoir la plupart du temps. Ils vivent d'espoir la plupart
du temps, car l'espoir a trait à l'avenir et le souvenir au passé. Au premier moment de la vie, on ne peut rien se rappeler, tandis qu'on peut tout espérer. Ils sont aisés à tromper pour la raison que nous avons dite, car ils espèrent facilement. Ils sont plus courageux qu'on ne l'est aux autres âges, étant prompts à la colère et enclins à espérer une bonne issue de leurs entreprises. La colère leur fait ignorer la crainte et l'espérance leur donne confiance. En effet, quand on est en colère, on ne craint rien. On pense à la colère du caractère Thymoïdes, mais aussi à son courage. Ils sont magnanimes parce que la vie ne les a pas encore rabaissés et ils n'ont pas de l'expérience de ces nécessités. D'ailleurs, se croient dignes des hauts faits. Telle est la magnanimité, tel est le caractère de qui conçoit de vastes espoirs. Dans l'action, ils préfèrent le beau à l'utile. C'est que leur vie est guidée par leur caractère plutôt que par le calcul. Or, le calcul a trait à l'utile, la vertu au beau. On voit la relation de ces qualités avec l'honneur et avec l'ambition des facteurs dans des guerres civiles. Ils aiment, plus qu'on ne le fait aux autres âges, leurs amis et leurs compagnons. C'est qu'ils prennent plaisir à vivre en société et ne sont pas encore habitués à juger de rien d'après leur intérêt. Par conséquent, pas de leurs amis non plus. On pense aussi à un élément essentiel de la stasis, les alliances des amis, les cliques des camarades, les hetaireiai. Comment ils défautent? Celle-ci donc plus grave et plus violente contre l'affirmation des Chilons, car en tout ils mettent de l'excès. Ils aiment avec excès, haïssent avec excès et se comportent de même en toutes autres occasions. Ils pensent tous savoir et soutiennent avec force leurs opinions, ce qui est encore une des causes de leurs excès en tout. Les injustices qu'ils commettent sont inspirées par la démesure, non par la méchanceté. On peut reconnaître l'énergie de Thymoïdes et du thymos platonique. Ils sont pitoyables parce qu'ils supposent que tous les hommes sont vertueux et meilleurs qu'ils ne sont. Leur propre innocence leur sert de mesure pour les autres à qui, par conséquent, ils s'imaginent qu'on inflige un traitement immérité. Tel est donc le caractère de la jeunesse. L'auteur, Aristote, assère de manière très prononcée. Il oppose finalement de manière antithétique les vieux aux jeunes. Mais ce qui importe selon le genre de l'œuvre, la rhétorique, ce sont les affirmations fondées de manière empirique. Aristote donne une énumération essentielle des traits et des caractères, ethos, des jeunes hommes, des néoi, sont mis en évidence le désir, surtout sexuel, puis suivent des qualités telles que passion et impulsivité. Et thymikoi, oxythymoi sont des caractéristiques des jeunes gens. Leur excitabilité et colère, ambition et esprit de la victoire, philothymoi, philonikoi, leur confiance et optimisme, courage et magnanimité, amour social et camaraderie sont mentionnés. Surtout, les jeunes hommes tendent à l'exagération et à l'excès, contrairement au meden agan, le rien de trop ou rien avec excès du sage Chilon, mentionné dans ce passage. Et quand les jeunes gens agissent à tort, ce n'est pas par vilainie, mais par l'exacerbation
de l'amour-propre, on pense à l'autades, et par prétention, par hybris. Constatons, nous pouvons distinguer de manière nette les Arcadiens de Polybe dans ce qui précède. Mais cela vaut aussi pour le caractère timocratique, selon Platon, qui, comme on sait, s'oriente beaucoup à Sparte. Chez lui, la caractéristique essentielle du Thymoeides est la conscience de l'honneur forcé par laquelle la jeunesse est tout particulièrement concernée. Elle est aussi ici dans le passage de la République sur le caractère timocratique, désigné par les termes clés de philonikia et philotimia. La domination de ce caractère au juste milieu entre raison et désir que Platon évoque avec de forts termes, serait le pouvoir larqué du courageux et de celui qui aime vaincre, du Thymoeides et de Philonikos. Nous avons donc affaire à un homme orgueilleux et ambitieux, upselephron kai philotimos aner. Ce n'est rien d'autre que le lion, présenté dans notre première leçon, dont on a besoin et qu'il faut donc dompter. Le jugement n'est pas négatif chez l'ensemble des auteurs, mais plutôt différencié, surtout chez Aristote. Quant à l'intégration et à la cohérence sociale, se posent néanmoins de graves problèmes. Ils concernent essentiellement la domination d'une brève agitation et de la passion, mais aussi l'ambition et la conscience de l'honneur, ainsi que l'irritabilité causée par des affronts qui en découlent. En d'autres termes, ils concernent des hommes qui ont des hauts objectifs, mais peu de discernement. Comment peut-on introduire ces gens qui, je cite, aiment avec excès, haïssent avec excès, dans la communauté de la police? Au vu du jaillissement de symptômes corporels situés dans la ferveur et l'excitabilité, il était judicieux de se tourner également vers le somatique et de fonder la discipline sous forme d'une insertion au sens propre du terme, également sur le niveau corporel. On a également parlé d'eutaxia, terme en relation à la taxis, la ligne des obliques, la phalange, dont il sera encore question. Nous avons déjà vu l'importance que cela avait chez Platon et Polybe. Mais nous pouvons également procéder à une généralisation, et ce à deux niveaux, selon une éducation traditionnelle et moderne, ou, dans d'autres termes, selon une pratique prouvée de l'éducation et une nouvelle conception de la socialisation fondée sur l'intellectuel. Déjà, le locus classicus d'un curriculum grec commun, ou au moins athénien, un passage du Protagoras, du dialogue Protagoras de Platon, nous aide à ce propos. Ici, l'éducation s'oriente à des normes morales et consacre une attention particulière à la qualité du citoyen. Après l'éducation puérile par les parents, interviennent les enseignants en y attachant beaucoup d'importance à l'eukosmia. On apprend par cœur des œuvres de poètes. Il s'agit en fait d'imiter. Très important à ce propos est également la musique, car toute existence humaine a besoin de bonnes vibrations et d'une bonne ambiance, telle que je propose à traduire à titre d'essai les termes de eurythmia et de euharmostia. On pourrait être amené à utiliser dans ce contexte le mot tact, lié étroitement au terme grec de taxis, déjà mentionné.
C'est maintenant qu'entre en jeu l'entraîneur, le Paidotribes. On lui envoie les enfants, je cite, « afin de mettre un corps plus sain au service de leur esprit, dit Anoia, désormais en éveil, et afin d'éviter qu'ils ne se trouvent réduits à la lâcheté apodélienne par leur faiblesse physique, dans les combats comme dans toute autre action. Un bon timing et un bon accord, ainsi que la maîtrise du corps, forment une unité. Le curriculum prévoit ensuite l'apprentissage des lois, donc l'entraînement concret dans la vie politique et sociale. Pour ce qui suit, il faut particulièrement retenir la formulation « un corps plus sain » qui se réfère au corporel et qui provient du grec « ta somata beltio ekontes ». Cette formulation ne renvoie à rien d'autre que, et c'est le langage qui le révèle, le terme de la euexia, eu echein. Beltio est la forme comparative. On pourrait être amené à prendre ce dernier comme mot-clé, voire comme leitmotiv, tel qu'on va le voir un peu plus tard. Il s'avère donc que l'on s'attendait, au moins selon l'interprétation de Platon, dans le cadre d'une pratique répandue de l'éducation aux conséquences du gymnastique sur l'esprit, et que cela concernait concrètement la conscience en soi, la maîtrise de soi et le courage, et cela ne se limitait pas seulement au domaine militaire. Qu'il s'agisse ici, dans l'Athènes du 5e siècle, au moins suivant l'idée ou l'idéologie, d'un concept traditionnel de l'éducation est suggéré par un passage du plaidoyer du dikaios logos, discours juste, dans les nuages, la comédie d'Aristophane, qui concerne l'archaia paideia, l'éducation ancienne. Ici, chez le professeur de musique, le guitariste, dans chaque commune d'Athènes, dans chaque thème, on pratique encore un chant correct grâce à des compositions poétiques selon l'harmonia pratiquée par les ancêtres. Les mouvements dans la rue se faisaient de façon bien ordonnée, eutactos, et l'on se comportait de manière décente chez le pédotribe, le maître des gymnastiques, ce qui valait aussi pour la tenue du corps. Si l'on tient encore compte du fait que les citoyens athéniens, mais aussi les citoyennes, étaient familiers avec les sons harmonieux et les mouvements rythmiques par leur participation active aux cérémonies et fêtes agonales, et ce dès leur jeune âge, ces affirmations prennent encore de l'ampleur. Mais comme le montrent déjà les citations du Protagoras de Platon, il ne s'agit pas seulement de pratiques d'éducation anciennes, plutôt bien pensées. Dès la moitié du 5e siècle, elles sont devenues davantage l'objet d'intenses discussions intellectuelles et philosophiques qui ont mis l'homme, sa personne et son éducation au centre de l'attention. Ce qui est particulièrement frappant est le lien entre le corps et l'esprit, traditionnellement important, pour lesquels le tandem soma et psyché s'est cristallisé, toujours concernant les formes de cohérence et du rythme. Nous pouvons situer dans ce cadre des réflexions concernant les proportions idéales du corps que Polyclète a menées en théorie avant de les réaliser en pratique, ainsi que les concepts musicologiques de Damon. Il est cependant plus facile d'admettre que de démontrer de manière concrète le degré d'influence de la pensée pythagoricienne sur ces propos.
d'ordre général, on pourrait aussi évoquer les positions médicales. Particulièrement instructeur est à ce propos l'écrit Peridiaetes sur la gestion de la vie dans le Corpus Hippocraticum qui appartient au même horizon chronologique, environ 410-400 d'après Jacques Jouanna. Le corps et l'âme, ils sont interprétés jusqu'au bout comme matériels, comme mélange entre eau et feu, donc aussi entre humide et sec. Et on voit un lien direct entre eux, une influence particulière sur la santé, comme un état d'équilibre relatif, une harmonie à définir de manière différente selon âge et sexe, une influence particulière sur cette santé ont la nourriture, l'exercice physique et le mouvement, notamment les gymnastiques. En conséquence, un bon train de vie peut également être propice pour la prise de conscience, sous condition de respecter de certaines lignes de conduite appropriées. Chez les sophistes, le grand mouvement philosophique du Ve siècle, dont l'orientation et l'impact reposent dans l'éducation, comme on sait, ces thématiques et d'autres étaient au cœur des débats. Justement, à propos du rapport entre corps et âme, l'on avait développé dans les discours philosophiques de la deuxième moitié du Ve siècle avec l'antithèse physis et nomos, une discussion qui rejoint nos débats contemporains sur la nature et la culture, nature versus nurture. Ce qui prévalait de manière générale était une estime particulière des possibilités de l'éducation telles qu'elles sont reflétées par les nuages d'Aristophane ou du Protagoras de Platon. À ce propos, l'exercice, voire l'accoutumance durable, apparaît au premier plan. Selon le ton confiant de l'intellectuel, on l'a élevé au-dessus de la nature, c'est-à-dire au-dessus des prédispositions naturelles. Ils sont plus nombreux à être bons par l'exercice que par la nature, dit Critias, l'oncle de Platon, en triomphant. Des propos semblables sont attribués à Épicharme par Axiopiste, probablement au IVe siècle. Je cite, « L'exercice, mes amis, offre bien plus qu'une bonne nature. » Encore plus important pour nous est l'idée que l'exercice a une telle puissance qu'il devient lui-même nature et que le fossé mentionné entre nature et culture est ainsi dépassé. Cela a été formulé de façon classique par le philosophe Démocrite. Je cite, « La nature et l'éducation, la didaché, sont à peu près semblables. En effet, l'éducation transforme métarosmoi, voilà, c'est-à-dire métarhythmoi, une variante dialectale, transforme l'homme et en transformant, produit une nature, physio poiei. Aristote, qui au vu de la maîtrise de soi, de personnes passionnées, part du principe qu'il serait plus simple de changer la coutume, ethos, que la nature, admet aussi que celle-ci équivaut à la nature, te phusei et oiken. Il cite à ce propos un poète de la deuxième moitié du Ve siècle, Événos, proche des sophistes, qui écrit dans le sens de la citation de Démocrite. N'en doute point, ami, un exercice constant pour l'ichronios meleté, l'application et l'étude ont des résultats durables. C'est là ce qui, chez les hommes, finit par être comme la nature elle-même.
il est évident que le procédé traditionnel de l'éducation et de la socialisation et leur fondement scientifique ait été conceptualisé dans ces débats et considérations philosophiques. Cela se rapporte notamment à la formation du corps par l'exercice et ses répercussions intellectuelles et mentales. C'est ce qu'on peut démontrer grâce au terme déjà mentionné de euexia. D'abord, il est par nature question de la constitution corporelle, notamment la santé, tel que c'est le cas dans les aphorismes du corpus Hippocraticum. C'est la raison pourquoi on reconnaît une personne bien entraînée, gymnazomenos, également en dehors du gymnase, à son euexia. Certes, on peut aussi faire trop par un entraînement exagéré, au mieux dit par un déséquilibre causé par le soin unilatéral du gymnastique, voire un bodybuilding trop poussé. Une réduction en vue d'un rééquilibrage est alors médicalement conseillée. C'est pourquoi, chez Aristote, l'euexia est pensée comme quelque chose d'équilibré et de moyen. Elle n'est pas pros hen monon, monolithique, unilatéral, comme l'entraînement de certains athlètes. Et d'une manière révélatrice, chez Aristote, il est question à ce propos d'une constitution à la mesure du citoyen politiqué, euexia, qui elle aussi n'est pas unilatérale. Cela montre une fois de plus combien les limites entre les connotations corporelles et sociales de ce terme étaient flottantes. Nous pouvons concrétiser cela avec un passage important de Polybe qui permet de renouer avec les observations du début. Lors de la 18e année de la première guerre punique, 247 avant Jésus-Christ, le nouveau stratège carthaginois, Hamilcar Barca, a occupé une base militaire dans la ville de Ercte, en Sicile occidentale, afin de démoraliser les Romains en lançant des attaques en permanence. Polybe met en évidence justement cette stratégie et les qualités d'Hamilcar Barca dans sa description de cette guerre. Il l'utilise de manière exemplaire afin de se prononcer de façon générale sur les qualités des généraux présents. Pour souligner ceci, il se sert d'une comparaison et a recours, de manière révélatrice, et il faut le dire encore une fois, à des sportifs, à savoir, dans ce cas, des boxeurs, puktai. Étant donné qu'il s'agit de performances extraordinaires, il parle des boxeurs qui se distinguent par leur tenue du corps, euexiae, et par leur vaillance, genaiotetes. Ce qui importe est cependant que les performances ainsi sélectionnées des pugilistes qui luttent sans cesse, coup sur coup, révèlent justement leur attitude mentale, ainsi que les plans et actions qui en résultent selon leur agilité, energeia, l'amour de l'honneur, philotimia, l'expérience, empeiria, la force, dynamis, et la confiance, eupsychia. Cette dernière remarque nous apprend qu'il ne s'agit pas d'une aveugle volée de coups, ce qui apparaît aussi en considérant de nombreuses représentations de la lutte et l'entraînement de la boxe. Il ne s'agit pas seulement de la force et de la vitesse de réaction. La rythmique et l'élégance des mouvements sont aussi concernés. Justement, un tel lien a une influence remarquable sur la conception traditionnelle de la beauté. Donc, kalos, selon la rhétorique,
aristotélicienne, et ce en vue du groupe qui est également concerné ici, à savoir les jeunes hommes. Leur beauté consiste, et je cite, consiste à posséder un corps qui l'aidera utilement à supporter les fatigues, tant celles de la course que des exercices violents, et à offrir aux yeux un spectacle agréable et qui cause du plaisir. Aussi, les plus beaux de tous sont-ils les pentathlètes, parce qu'ils possèdent les dons naturels qu'exigent à la fois la force et la rapidité. Chez les adultes, le corps qui doit endurer la lourde charge de la guerre est considéré comme étant beau. Il est agréable à la vue, car il inspire la crainte. Nous pouvons saisir ici le lien étroit entre force et élégance, mais aussi l'orientation vers la guerre et donc vers la police, dans laquelle, avec les mots de Jean-Pierre Vernant, je cite, « l'agent guerrier coïncide avec le citoyen qui se manifeste comme guerrier en tant qu'il est un agent politique ayant pouvoir de régler à part égale les affaires communes du groupe. » Fin de la citation. Dans ce cadre, on pourrait insister davantage sur les différentes chorégraphies des diverses disciplines gymnastiques et sportives. Particulièrement pour la lutte, il existe des textes très instructifs. D'un côté, un papyrus, probablement à l'usage d'un entraîneur, contenant des instructions sur les mouvements et les prises. De l'autre côté, les descriptions d'associations sexuelles de types divers, où sont employés les termes techniques du langage des lutteurs. Mentionnons que dans l'exemple hétérosexuel tiré de l'écrit de Pseudo-Lucien, intitulé Loukios et Onos. Loukios ou l'âne, la participante féminine, s'appelle de surcroît palaestra, terrain de combat et d'entraînement, le palaestra. Ici comme ailleurs, la souplesse ainsi que l'adresse des mouvements jouaient un rôle important. C'est pourquoi ils ont généralement été accompagnés par des airs musicaux, essentiellement par un joueur du flûte, auletes. Pour des raisons de temps, je ne peux pas insister dans le détail sur ces phénomènes. Nous pouvons donc constater à la fin que l'intégration des jeunes hommes sauvages et ambitieux dans la communauté de la police grecque était un postulat central pour la fondation d'une cohabitation la plus paisible possible. C'est pourquoi elle est devenue un sujet de la pédagogie grecque, autant dans la tradition que dans l'analyse philosophique et intellectuelle et esthétique. La question qui se pose est, et je voudrais encore une fois clore ma leçon de cette façon, comment la théorie s'est-elle comportée vis-à-vis de la pratique, la réflexion envers l'action? Était-ce seulement des réflexions ludiques menées dans la tour d'ivoire académique? Cela n'a pu guère être le cas si l'on se remémore les motifs de Platon. S'agissait-il de bleus ou de roadmaps dans le sens de guidage concret? Je suis assez sceptique à ce propos. Mais dès la semaine prochaine, j'essayerai de donner une réponse. Merci pour votre attention.